Amis sociologues, Julien, Victor et Quentin. On va commencer par Julien, Julien Brahi. Julien, tu es leader du projet PADAC que tu vas nous présenter maintenant. Qu'est-ce que ce projet PADAC? Qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme un peu abscon? Merci Pierre, merci à tous et toutes pour votre participation et pour vos précédentes présentations. Alors PADAC, ça veut dire tout simplement entre guillemets, plateforme numérique dans les mondes agricoles et dynamique de l'action collective. Avec plusieurs collègues, on est une équipe de 9 personnes, notamment avec Geneviève Guyenne, François Purseg, Pierre Labarthe, c'est Calvignac, Paula Tubaro, Guillaume Favre, Quentin Chaput et puis et Victor Potier. Donc, tous Nous travaillons sociologues et depuis... économistes, hein, on est bien d'accord, on est sur des sciences humaines et sociales. Voilà, exactement. Depuis 3-4 ans, nous travaillons sur les plateformes numériques dans les mondes agricoles. Donc nous sommes économistes et sociologues et en fait ce qui nous intéresse c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure ces plateformes numériques qui sont finalement communes dans d'autres mondes que les mondes agricoles, on pense à Airbnb, on pense à d'autres plateformes, dans quelle mesure ces plateformes qui émergent, qui se développent, il y en a beaucoup, Quentin vous présentera un recensement de ces différentes plateformes, dans quelle mesure elles modifient les mondes agricoles et est-ce qu'elles vont remettre en cause finalement des manières de faire, qu'elles soient politiques et qu'elles soient marchandes. Alors pour ce faire, nous avons obtenu avec les collègues un financement de l'Agence nationale pour la recherche. Et donc c'est le projet PADAC qui s'étale de 2021 à plutôt 2026 à mon avis. Et nous avons privilégié 3 axes. Un premier axe qui a pour ambition de comprendre comment se saisissent concrètement les agriculteurs de ces plateformes. Et donc Victor et Cédric Calvignac ont mené une série d'entretiens qualitatifs assez longs et très exhaustifs, extrêmement intéressants, qui ont débouché un questionnaire, j'y reviendrai après, qu'on est en train de diffuser. En parallèle, le deuxième axe est celui développé notamment par Quentin Chaput, qui a pour ambition de comprendre comment ces plateformes se développent et comment elles réussissent finalement à embarquer des gens. Ces plateformes, d'un côté, on a toujours des agriculteurs. Alors ça peut être ça peut être des plateformes qui ont été mentionnées comme WeFarmUp ou Votre Machine, dans lequel l'agriculteur va proposer à un autre agriculteur de louer son matériel. Ça peut être des plateformes relatives au marché du travail. Ça peut être des plateformes relatives à la gestion des coproduits. Et ça peut aussi être des plateformes relative à la question finalement de l'échange de connaissances telles que Amiculteur, NEAI, etc., etc. Et puis enfin la dernière dimension que nous aborderons à mon avis beaucoup moins aujourd'hui, qui est relative à celle de l'action collective au niveau national. Et donc dans ce cadre, alors je ne sais pas si je peux passer la slide. C'est Quentin, vas-y Quentin, tu peux cliquer. Oui. Voilà. Et donc dans ce cadre, en fait, Victor et puis et mon collègue Cédric Calvignac et puis tous les membres de l'équipe, au regard des entretiens qualitatifs assez nombreux, plus de 70, nous avons réalisé un questionnaire qui vient de sortir. Il est sorti il y a à peu près 2-3 jours, et on vous invite à le diffuser auprès des chefs d'exploitation pour qu'ils remplissent ce questionnaire qui est relatif en fait à l'utilisation par les chefs d'exploitation des plateformes numériques dans les mondes agricoles, quel que soit le type de plateforme. Ça peut être des plateformes de financement participatif, ça peut être des plateformes relatives à l'échange de matériel, mais aussi et surtout, et puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, des plateformes relatives à l'échange de connaissances. Et sur ce, je laisse mes brillants collègues poursuivre. Merci Julien, donc on a compris que tu étais le leader, enfin en tout cas le chef de projet qui implique Quentin et Victor. On passe la parole maintenant à Quentin, qui est lui aussi sociologue. Et avec toi Quentin, on va avoir une approche un peu quantitative, on va dire, de l'émergence de cette plateforme.
Nous, on était concentrés sur les plateformes permettant l'échange d'informations entre pairs. Avec vous, là, on fait un peu un zoom arrière et on s'intéresse aux plateformes en général avant de se recentrer derrière sur celles qui nous concernent aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. L'idée, donc, comme le dit Pierre, c'est de resituer un petit peu ces plateformes de conseil dans un ensemble d'acteurs qui émergent et qui ne sont pas que du conseil. Il y a du financement, il y a tout un tas d'aspects de la vie des agriculteurs qui sont pris en charge par ces plateformes. Donc, le travail qu'on a essayé de faire, c'est déjà recenser toutes ces plateformes pour essayer d'objectiver un petit peu ce qui se passait. Donc, on a recensé environ entre 150 et 200 plateformes actives aujourd'hui. Alors, certaines qui sont très grosses, d'autres qui sont très très peu utilisées. D'ailleurs, il y a sans doute une petite sous-estimation des plateformes qui sont très localisées, à des échelles vraiment intercommunales, par exemple. Ce qu'on peut dire sur ces plateformes recensées, c'est que beaucoup sont des entreprises classiques, SAS, identifiées au mouvement start-up. Mais il y a aussi quelques associations, des solutions semi-publiques. On peut penser à AgriLocal, par exemple, qui est beaucoup utilisé pour les marchés publics entre cantines et agriculteurs. Et quelques coopératives, mais voilà, c'est grosso modo, c'est beaucoup de start-up. Et donc, ce qui invite à s'intéresser un petit peu au profil des gens qui créent ces plateformes. Au final, qui sont ces gens qui viennent essayer de promouvoir des interactions dans le secteur agricole. On retrouve beaucoup d'hommes, 90% des créateurs d'une manière générale, hein, ce qui est assez fréquent dans les créations d'entreprises, plutôt jeunes, en moyenne 35 ans, et deux profils qui sont là pour le coup très intéressants, c'est qu'on a environ 50%, un peu plus, qui sont hors mondes agricoles, donc c'est des gens qui n'ont pas travaillé dans le secteur, ne sont pas agriculteurs, ne sont pas fils d'agriculteurs, et qui vont venir créer une plateforme en ayant un background commerce, gestion, qui sont des entrepreneurs, etc. Et qui donc souvent vont amener avec eux une vision de l'agriculture qui n'est pas forcément celle partagée par les acteurs. Et à l'inverse, on a un peu moins de 50% là, mais quand même une bonne partie de gens qui ont eux déjà travaillé dans l'agriculture, plutôt pas en tant qu'agriculteurs, eux ils ne représentent que 10%, mais plutôt dans les chambres d'agri, dans les coopératives, donc peut-être des gens un peu comme Aurélie ou Camille qui sont intervenus aujourd'hui, qui connaissent l'agriculture et qui créent une plateforme parce qu'ils ont vu des choses qui pourraient être améliorées. Voilà, je reviens pas trop sur l'éclatement géographique, mais c'est centralisé un peu sur Paris, mais assez dispersé dans la France. Donc je reviens pas trop sur les secteurs et les services qu'essayent de rendre ces plateformes. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais sur le site internet, vous aurez l'exhaustivité des plateformes. On a dissocié 7 grands secteurs d'activité. Tout ça pour dire que les plateformes se situent vraiment sur tous les aspects de la vie des agriculteurs. Le financement, le matériel, l'approvisionnement, le marché du travail, le recrutement, la commercialisation évidemment, et le conseil et les sociabilités dont on a parlé, mais qui est un aspect que traitent les plateformes. Ce qui est intéressant, c'est que ces plateformes, bon, j'ai pas mis toutes les OPA et tous les acteurs qui intervenaient jusqu'ici, mais on le voit sur ce petit schéma, en fait, elles couvrent des aspects de la vie des agriculteurs qui étaient déjà couverts par les OPA, donc évidemment les chambres d'agriculture, les CUMA, les CETA, les instituts techniques, etc., etc. Et donc la question qui se pose, c'est comment interagissent ces acteurs-là? Est-ce que ils coopèrent? Est-ce que les OPA essayent de créer elles-mêmes leur propre plateforme? Donc c'est toutes ces questions auxquelles on essaye de répondre dans le projet. Et donc juste pour finir et ensuite donner la parole à Victor, pour finir sur cet état des lieux un petit peu des plateformes. Vous voyez ici l'évolution du nombre de plateformes créées depuis 2008. Donc vous avez on les a classés en différents types. Donc ça permet de voir des choses assez intéressantes. On a probablement connu le pic de création de plateformes en 2017. Et aujourd'hui, tout simplement, il y a beaucoup de plateformes qui ont été créées, donc le marché est un petit peu saturé. On voit que 2020 est un petit peu une année à part, mais qui est très largement tirée par les plateformes de commercialisation. Vous le voyez en orange. Évidemment, avec le Covid, il y a plein de solutions en ligne qui ont été créées pour permettre aux agriculteurs de vendre leur production directement aux consommateurs, mais beaucoup ont disparu depuis. Et sinon, on voit des vagues un petit peu. Il y a eu d'abord le financement participatif dans les années, on le voit en bleu clair, dans les années 2010. Ensuite, il y a eu plutôt l'allocation de matériel dans les années 2015, puis le conseil plutôt dans les années 2017-2018. Et donc là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces plateformes, on va avoir une pluralité qui vont rester et offrir des services différents, ou est-ce qu'on va avoir ce
qu'on appelle un winner takes all, c'est-à-dire une plateforme qui va s'imposer et couvrir un petit peu tous les aspects de la vie des agriculteurs. Donc on est un petit peu à ce moment charnière. Sachant Voilà, qu'il y a déjà plusieurs plateformes pour un même type d'usage, on va dire. Donc cette question de la concurrence entre plusieurs plateformes et ou un winner takes all se pose non seulement en global inter-usage, mais aussi au sein des différents segments. Mais bon, c'est le jeu de la concurrence et l'avenir nous le dira, on va dire. Et tout à fait, et on le voit très bien, juste pour finir là-dessus, Pierre, on le voit sur le financement, vous voyez très bien qu'à partir de 2017, là en bleu clair, il n'y a plus de plateformes de financement qui sont créées, tout simplement parce qu'on a déjà Mimosa, Bluebees, etc. Et donc en fait, il n'y a plus de place sur le marché. Voilà, il y a un petit peu saturation aujourd'hui de solutions proposées aux agriculteurs. Voilà, je laisse la parole à mon camarade Victor Potier. Merci Victor. Avec toi, on va s'intéresser du coup aux usagers de ces plateformes parce que tu déploies un travail d'enquête. On l'a vu avec le sondage qui va permettre de le démultiplier, mais jusqu'alors, ça fait pas mal d'entretiens qui t'a permis de construire une typologie d'usage et d'usagers. Oui, c'est vrai. Merci. Bonjour à tous. Merci Quentin et Julien pour le début de cette présentation. Et puis merci aussi aux agriculteurs, enfin, et aux participants et aux organisateurs de ce séminaire, puisqu'une des richesses des échanges qu'on a eu aujourd'hui, c'est justement de voir de quelle façon on a une pluralité d'usages et pas que une pluralité de plateformes. C'est-à-dire qu'il existe déjà un ensemble d'outils qui se destinent aujourd'hui au monde agricole pour répondre aussi à leur diversification, à leur pluralité d'activités, de profils qui composent aujourd'hui ce métier et ce groupe professionnel. Un des intérêts des discussions qu'on a eues et des échanges qu'on a eus jusqu'à présent ce matin, c'est de comprendre aussi de quelle façon ça se concrétise par des pluralités d'usage, y compris même parfois dans un seul et même outil. Et je repense à ce qui a été dit, par exemple, tout à l'heure sur la façon de basculer d'un outil à l'autre entre AgroLeague et Slack. C'était vraiment des exemples qui étaient très très pertinents. Et ça rejoint un peu ce que disait Quentin, c'est-à-dire la question que tu posais Pierre là tout à l'heure sur la question de savoir de quelle façon est-ce qu'on va voir émerger un winner take all. Est-ce qu'il va y avoir ce système de winner take all et du coup l'émergence d'une ou de plusieurs plateformes sectorielles, ou est-ce qu'on va au contraire avoir cohabité une série d'outils qui vont s'implanter durablement dans les mondes agricoles. Ce qu'on aime bien faire en sciences sociales quand on travaille sur le numérique, c'est aussi s'intéresser à la façon dont les outils numériques sont utilisés, parce que ça permet de décentrer un petit peu le regard par rapport à ce qui est proposé par les outils et par leurs créateurs, qui ont une idée de la façon dont ça pourrait être utilisé, de la façon dont ça pourra servir aux gens, etc. Alors que n'importe quel créateur d'outils numériques, que ce soit en agriculture ou pas, sait très bien que quand on fait un dispositif numérique, c'est jamais utilisé par les usagers de la façon dont on pensait qu'il allait être utilisé à l'origine. Et c'est ça qui est intéressant à regarder, c'est que la façon dont c'est utilisé ensuite donne des indications aussi sur le cadre un petit peu sociologique, social dans lequel arrive cet outil. Et regarder aussi la façon dont sont utilisés les dispositifs donne des indications sur ce que sont ces dispositifs, ce à quoi ils servent, et aussi sur le cadre dans lequel ils arrivent vraiment sur le plan sociologique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec notre collègue Cédric Calvignac et avec le travail qu'on mène au sein de PADAC, avec Quentin, avec Julien, en proposant cette typologie, alors une typologie à double entrée, c'est-à-dire à la fois une typologie d'usagers de plateformes numériques et aussi une typologie de modalité d'usage, si je puis dire. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu une typologie d'usager, je regarde pas, je traîne pas trop dessus puisque les informations sont sur le site PADAC qui va être mis en ligne bientôt, mais on peut identifier pour l'instant au regard de l'exploitation qu'on a des données et c'est en cours encore, 4 profils. Un profil d'usager de plateforme qui sera plutôt déconnecté, qui sera plutôt au-delà de la cinquantaine, qui a une utilisation vraiment relative. C'est un peu quand notre première intervenante Camille Bourgois parlait de ceux qui sont pas trop geeks mais qui sont quand même sur WhatsApp, c'est ce profil-là. Une catégorie ensuite d'aventuriers qui sont plus des personnes qui eux sont pas des aficionados du numérique par essence, mais qui au regard d'une situation un petit peu problématique, d'une difficulté à contourner, auront tendance à se dire est-ce que le numérique va pas pouvoir m'offrir quelque chose et aller explorer de nouvelles frontières, de nouveaux territoires, de nouvelles logiques d'action, de nouvelles thématiques. On a aussi les opérateurs qui sont déjà des agriculteurs ou des agricultrices qui ont déjà travaillé à moderniser, à automatiser, à numériser leurs appareils de production, leurs circuits de production, et qui là, du coup, arrivent dans le numérique et sur l'usage des plateformes parce qu'il y a déjà une appétence particulière à la numérisation, à l'innovation technologique dans leur pratique professionnelle. Et puis, il y a les transfuges
Et ça, c'est un profil que j'aime bien puisque c'est un profil qui rend particulièrement bien compte de la façon dont les mondes agricoles se diversifient aujourd'hui et de la réponse que peut proposer la multiplication des outils numériques qui leur sont destinés. Pourquoi? Parce que les transfuges sont des gens qui ont traversé les frontières professionnelles, ça peut être de la reconversion, vous savez, ou, euh, ou géographique. On pense par exemple à cette figure du néo-rural qui devient maraîcher, et qui constituent aussi du coup des publics qui arrivent dans les mondes agricoles, qui étaient potentiellement déjà dans la ruralité, mais pas forcément dans l'agriculture. Et ces personnes-là, du coup, s'emparent aussi des plateformes avec des modalités particulières. Si on regarde maintenant en colonne les différentes modalités d'usage qui peuvent être faites, on en identifie 4, ce qu'on a appelé une amorce requalifiante, c'est-à-dire c'est le moment où on a recours au numérique pour amorcer quelque chose de nouveau, démarrer une nouvelle activité. C'est ce que Monsieur Suchard tout à l'heure disait en disant j'avais besoin d'un nouvel élan agronomique par exemple, j'avais besoin d'un nouvel élan dans ma carrière. Donc là, hop, on trouve qui? On trouve AgroLead. Il y a aussi une question d'immédiateté, de rapidité. Ne pas être seul dans son champ, avoir besoin d'avoir accès à l'information quand on est face à une problématique particulière. C'est ce que Camille Bourgois racontait à propos de WhatsApp sur le conseil agronomique. Il y a la question de la négociation aussi dont on a très peu parlé aujourd'hui. Mais là, ça peut être le fait d'aller chercher de l'information pour ensuite renégocier par exemple des prix avec son concessionnaire, avec la coopérative, avec la personne qui achète sa production. Tout simplement le fait de mettre en concurrence les offres qui sont locales. Ça ne veut pas forcément dire acheter en ligne, ça peut aussi vouloir dire je me suis renseigné sur les caractéristiques des machines, de l'offre, les prix, le cours du marché, et du coup je reviens avec plus d'informations. Et puis la dernière logique qu'on identifie, c'est le contournement des inerties, c'est quand on est face par exemple à une offre locale qui n'est pas assez diversifiée, quand on est face à de l'administration qui prend du temps, quand on a besoin d'une respiration aussi, parce qu'on est dans une situation où on arrive un petit peu en bout de cycle, qu'on sait pas trop quoi faire, et qu'on a besoin de trouver une autre solution, de se décadrer, de faire un pas de côté. Là, on va aller chiner, chercher sur Internet. Vous voyez, par exemple, c'est des choses qui peuvent être propres aux aventuriers notamment. Ou par exemple quand on cherche de nouveaux profils pour le recrutement. Et si on croise chacune de ces colonnes et de ces lignes, j'attire votre attention par exemple sur le croisement entre opérateur et immédiateté, rapidité, la logique d'usage et immédiateté, rapidité. Là, on retrouve par exemple ce que Camille Bourgois tout à l'heure mentionnait, voilà, prolonger RadioPen, prolonger les discussions de bout de champ. Et là, on retrouve des logiques d'usage de WhatsApp ou d'applications ou de plateformes destinées au conseil, pour justement voilà, des agriculteurs qui cherchent une nouvelle dynamique, qui sont déjà des gens qui sont un petit peu ouverts à l'innovation technologique et qui ont des besoins d'accès rapide, peut-être plus fluide, peut-être plus réactif à l'information. Une fois qu'on a posé ça, je vous laisse, Quentin, je te laisse passer à la slide suivante. Ça permet de un petit peu compléter la cartographie que présentait Sarah en début de séminaire. Pourquoi? Parce que il y avait ce petit pack, je vais plutôt le faire de l'autre côté, ce petit pack orange en bas à droite, qui avait été laissé un petit peu de côté en disant bon ben là c'est un peu compliqué parce que c'est des choses dont on sait pas trop quoi faire. En fait, on peut les réintégrer sur une cartographie qu'on prend avec deux axes qui se croisent, un axe vertical. Donc, que je dise pas de bêtises, mais les ordonnées, je me trompe une fois sur les... Je suis vraiment désolé, c'est un Ordonné en blocage vertical, trouvé. après c'est en horizontal. Voilà, c'est exactement ça. Donc l'ordonnée en vertical, où on peut en fait distinguer les plateformes ou les dispositifs qui sont avec une logique top-down, où on a quelqu'un qui fournit du conseil, et bottom-up, où on a un groupement d'agriculteurs qui dialoguent de façon plutôt verticale pour co-construire le savoir, disait tout à l'heure la précédente intervenante. On voit aussi que c'est pas si simple, hein, parce que parfois, eh ben justement, c'est situé sur la marge. Hein. Si on regarde finement ce que nous présentait tout à l'heure Monsieur Suchard sur sur AgroLeague et l'utilisation de Slack, on est toujours sur cette crête. Hein. Et c'est intéressant de la part des créateurs de la plateforme de penser à articuler cette façon-là. Et puis si on prend l'axe horizontal, on a des plateformes qui sont non spécialistes d'un côté, spécialistes de l'autre. Et donc ça permet de réintégrer en même temps sur la même cartographie des outils numériques à destination des agriculteurs pour le conseil, des plateformes non spécialistes comme YouTube, WhatsApp, Facebook dont on a parlé tout à l'heure, avec des plateformes plus spécialistes qui peuvent être donc des bases de données et des outils à la décision qui agrègent des données de plein d'exploitations différentes pour fournir du conseil ensuite spécifique à un agriculteur, ou des forums et des sites de groupement et de conseillers
comme Triple Performance ou Agri Community, qui sont un peu sur la, on pourrait mettre AgroLeague aussi, qui sont un petit peu sur la crête, et puis des outils qui sont vraiment collaboratifs comme Amiculteur dont on vient de parler. Donc cette cartographie, elle est encore en cours de raffinement, mais surtout elle est pas stabilisée. Pourquoi? Et je finirai là-dessus avec la dernière slide, Quentin, si tu veux bien, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de plateforme sans en interroger véritablement le terme. Et c'est ça la vraie problématique. C'est qu'est-ce que c'est qu'une plateforme, somme toute. Et c'est pas une question qui simplement me servira d'ouverture pour dire ah là là, on parle de tout ça et finalement on n'en sait rien. Non, parce que c'est une question qui, en sociologie du numérique, est fondamentalement intéressante et encore très vive aujourd'hui dans le cadre de la recherche. Est-ce qu'une plateforme, c'est le fait de tout recentraliser à un endroit ou au contraire d'organiser de façon réticulaire la diffusion la plus large possible de l'information? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'une plateforme, ça sert à désintermédier pour mettre tout le monde en contact d'un coup? Ou est-ce que c'est un espace qui est organisé par un nouvel intermédiaire avec un espace d'organisation horizontale, enfin de discussion horizontale entre les personnes, avec une organisation verticale par un nouvel intermédiaire qui serait la plateforme? Et on le voit bien. Si je vous mets ici deux captures d'écran de The Green Data d'un côté et de WhatsApp de l'autre, dont on a parlé comme étant des plateformes, on voit bien que The Green Data, qu'on identifierait peut-être pas forcément comme une plateforme au sens de on a une communauté qui discute, qui échange de façon collaborative et horizontale, se donne bien pour vertu la centralisation de l'information pour la redistribuer ensuite, alors que WhatsApp, qui ne se définit pas comme une plateforme, opère aussi là d'une autre façon, c'est-à-dire l'organisation, la possibilité de laisser organiser des communautés, des groupes, au risque même de la saturation, comme on l'a vu entre le groupe famille, foot, etc. J'en prends les termes de Camille Bourgois en début de groupe. Et ça reste une question qui est ouverte aujourd'hui et qui est fondamentalement cruciale. C'est un des gros enjeux de la recherche aussi, puisqu'on peut pas parler ni du recensement des plateformes, ni de typologie des usagers si à un moment donné on n'éclaircit pas un petit peu ce que c'est que ce modèle de plateforme, et plutôt que de le définir ex nihilo par un principe de base essentiel de ce que c'est de façon essentielle une plateforme, c'est là qu'on a plutôt tendance à faire correspondre des analyses entre ce que proposent les concepteurs, la façon dont on l'utilise et se l'approprie les usagers ensuite. Voilà. Merci beaucoup Victor pour cette typologie. Merci à Quentin aussi pour la dimension quantitative et puis Julien pour porter ce programme. On comprend, hein, il y a un vrai intérêt à mieux comprendre de quoi on parle quand on dit plateforme. Là, je peux mettre mes guillemets parce que tout est plateforme, tout le monde est la plateforme de tout le monde. Beaucoup veulent être les intégrateurs des uns et des autres. Donc, c'est intéressant de se poser toutes ces questions-là. Un des participants ou une des participantes insistait, par exemple, sur l'intérêt aussi de repositionner les outils de gestion parcellaire dans cette cartographie. Est-ce que ce sont aussi des plateformes? Ça renvoie plutôt peut-être, Victor, à ce que tu disais en haut à droite de ta typologie. Il y a, avec les bases de données et cette notion d'agrégation de données pour refournir un conseil agriculteur, est-ce que c'est une plateforme ou simplement un logiciel? Il y a peut-être aussi quelques abus de langage qu'il est intéressant de décrypter. Et pourquoi on a besoin d'utiliser ce terme plateforme pour qualifier quelque chose qui ne l'est peut-être pas? Là aussi, j'imagine que ça fera partie de vos travaux. Il y a une recommandation de Monsieur Ducroquet, un des participants. Il vous recommande de lire la plateforme, le livre Platform Revolution, How Networkers Markets are Transforming the Economy. Donc voilà, j'imagine que vous avez ça dans votre bibliographie. Et un autre de préciser qu'on est toujours la plateforme de quelqu'un, comme quoi il y avait aussi une petite allusion rigolote, j'imagine. Merci beaucoup à tous les trois. On insiste sur l'enquête que vous lancez à destination des agriculteurs. On compte sur les participants pour la relayer auprès de la communauté d'agriculteurs qu'ils animent. Ce serait vraiment chouette de pouvoir contribuer à ce programme de recherche. Là aussi, une recherche participative en quelque sorte, en tout cas en impliquant les usagers et les prescripteurs de ces plateformes que nous sommes tous dans nos communautés. Merci beaucoup à tous les trois. Et on se dirige... si je peux juste rebondir là-dessus, on est sur un phénomène qui est à la marge, hein, à part une plateforme qui est beaucoup utilisée, qui est Agri à faire, les autres plateformes sont utilisées de manière relativement marginale. Donc si on veut pouvoir voir dans quelle mesure cela change les choses,
même si les gens n'échangent pas forcément sur ces plateformes, hein, on peut très bien aller sur AgriAffaires pour après renégocier avec la COP. C'est important d'avoir le plus de réponses possible et vraiment en dessous de 3 à 4 000 réponses, pour nous, cela va être relativement compliqué de fournir des résultats stabilisés et intéressants. Donc, on insiste vraiment sur, on vous demande votre aide, voilà. Et justement, pour vous aider, on me pose la question de savoir comment intégrer d'autres outils dans votre analyse. J'imagine qu'il y aura un formulaire de contact, ou en tout cas une adresse mail depuis le site padac.fr sur lequel on pourra vous interpeller si besoin était. Tout à fait. Alors sur Tout le à fait, site, sur le site, on peut renseigner son adresse, on peut aussi nous contacter. Il y a une adresse contact. Donc n'hésitez pas si on a oublié des plateformes parce que c'est un travail très très conséquent. Donc les omissions ne sont pas du tout volontaires, pas du tout intéressées. Donc voilà, si vous voyez des oublis, n'hésitez pas du tout. Parfait. Donc je remets là le site padac.fr hein, qui est on va dire la plateforme d'entrer en contact avec l'équipe de recherche Padac.